3 individus, à eux seuls, étaient responsables d'environ 30% des importations de cocaïne en Europe. Une Une tonne de tonne cocaïne, de- c'est une tonne de cash. À part les crimes passionnels, les crimes étaient toujours faits pour l'argent. Lorsqu'on vend de la drogue, c'est pour gagner de l'argent. Lorsqu'on commet un vol, c'est pour s'approprier quelque chose. Dans ce dossier-là, on a saisi 16 millions d'euros et qui s'est ensuite accompagné de 100 millions d'euros supplémentaires et 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Qu'est-ce qui se passe? C'est à 6h du matin, tu défonces une porte, tu trouves dans la penderie 16 millions d'euros. Dans la penderie, dans le conduit d'évacuation d'eau, dans le garage, dans un coffre-fort. Il n'y a jamais eu cette seconde dans ta tête à te dire ok, avec tout cet argent, ce que je pourrais faire pour ma famille, pour moi. Quand on voit des très grosses sommes d'argent comme ça, il va nous falloir beaucoup de temps pour le compter. Voilà. Bonjour et bienvenue dans le podcast Précurseur par Gringot. Aujourd'hui, émission exceptionnelle puisqu'on reçoit Quentin Mug, auteur de L'argent sale, la traque et commandant de police, plus de 20 ans dans la police judiciaire et surtout l'un des plus grands chasseurs de cash d'Europol. Donc c'est la lutte contre le blanchiment d'argent, parce que pour les gens comme nous, l'argent c'est surtout des chiffres sur une application bancaire, mais pour Quentin, l'argent ça a un autre visage, un visage bien plus sale, bien plus dangereux, donc il va nous raconter ses histoires les plus incroyables. Je pense au hasard, Quentin, à celle que tu nous as racontée sur le démantèlement d'arnaques de plusieurs dizaines de millions d'euros qui reposaient sur des planches de BD. Je pense aussi à d'autres avec des faux handicapés ou encore un démantèlement encore plus important de plusieurs milliards où il y avait plus de 70 tonnes de cash en jeu. Toi, Quentin, en tant que policier, quelle est la plus grosse somme en liquide que tu as vue lors d'une descente ou d'une perquisition? Dans l'enquête qui est l'objet du livre là, Argent sale, je raconte ce dossier virus. Dans ce dossier-là, avec mon équipe, là, on a saisi 16 millions d'euros en espèces. C'est quel volume, 16 millions d'euros en espèces? Ça prend pas mal de place. En gros, 1 million d'euros, ça fait un sac comme ça, à peu près. Alors, pour ceux qui écoutent en podcast, Voilà. C'est quoi? C'est un sac de sport? Sac de sport. 1 million d'euros, sac de Ouais, sport. ouais. C'est en billets de quoi? En De billet de 100? 50. Ouais. Billet de 50? Ouais. Ok. Encore une fois, l'encombrement est facile à calculer parce qu'on connaît l'épaisseur d'un billet, le poids d'un billet. Donc, c'est d'ailleurs des images que j'utilisais souvent pour le tribunal. Ça permet aux gens de se rendre compte. Parce qu'une fois qu'on aligne les zéros, parfois les gens s'y perdent un peu. Mais dire, ça représente une tour de billets de banque de 100 mètres de haut. Ok, donc 16 millions, ça représente quoi? Il faudrait que je recalcule tout ça, là, mais ça représente beaucoup d'argent. Mais surtout, c'était uniquement le cash qu'on avait saisi le jour même de l'opération et qui s'est ensuite accompagné de 100 millions d'euros supplémentaires, saisis cette fois-ci sur les comptes bancaires et aussi un peu d'immobilier, et 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. 1 milliard? 1 milliard, ouais. Ok. Pour une personne? Pas pour une personne, pour un réseau. Organisation. En fait. Okay. Et 16 millions, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est à 6h du matin, tu défonces une porte, dans un appartement parisien, tu trouves dans la penderie 16 millions d'euros? Dans la penderie, dans le conduit d'évacuation d'eau, dans le garage, dans un coffre-fort, dans plein d'endroits différents. Et ces 16 millions, tu les trouves où? Ça revient dans les caisses de l'État qui va les dépenser pour son budget derrière? Absolument. Ou ils sont détruits? Ah non, ce serait un peu dommage. Je sais pas. C'est toute la beauté du truc d'ailleurs, parce que si tu saisis une tonne de cocaïne, là pour le coup c'est brûlé. D'accord. Alors que si tu saisis l'équivalent en argent, là ça part dans les caisses de l'État. Alors dans le cas spécifiquement de la drogue, il peut y avoir une répartition. Parce que normalement les recettes de l'État sont non affectées au départ. On ne peut pas dire ça va servir à ci ou ça, sauf pour le cas de la drogue. Parce que là, il y a des mécanismes qui sont en place. Et donc il y a une partie de l'argent qui va aller vers des actions de prévention. Pour la drogue, Pour la drogue, voilà, avec des campagnes d'affichage, actions dans les écoles, etc. Une autre fraction qui va aller directement au service de police, qui concourt directement à la lutte, ou de gendarmerie, à la lutte contre la drogue. Ok, donc c'est par tiers en fait. Dans vos services? Ouais, voilà, pour donc acheter pour du matériel, des écrans, etc. Et puis le dernier tiers qui part cette fois-ci effectivement au trésor public. Je ne dis pas toi, mais en tout cas j'imagine que dans la police il y a des gens aussi qui peuvent péter des câbles, avoir autant d'argent devant eux, finalement à portée de main. Comment est-ce que tu as géré ça? Comment vous gérez ça? Dans les brigades spécialisées qui sont précisément là pour lutter contre le blanchiment, plus on trouve d'argent, mieux c'est. Et pour nous, c'est des preuves. Hein. Après, il y a évidemment tout le temps des tentatives de corruption, puisque la corruption fait partie même quasiment intégrante des mécanismes de blanchiment. On le voit, pour contourner des obligations. Toi, il y a eu des tentatives? Oui, fréquemment. On en avait une rigolote qu'on avait même filmée, parce que j'ai équipé mes collègues de GoPro, où on trouve une somme apporte 400 000 euros dans une penderie. Et le monsieur, tout de suite, nous dit on partage, je vous le donne. C'était assez rigolo. Et donc, tu n'as pas partagé? Vous ne l'avez pas pris? De toute évidence, non. Voilà, non. Nous, encore une fois, nous, ce qu'on voit quand on voit des très grosses sommes d'argent comme ça, c'est...
il va nous falloir beaucoup de temps pour le compter. Voilà. On est ravis de les trouver. Parce que Et t'as jamais eu d'argent qui a disparu des coffres justement de la police après si une ça arrive. reprise? Moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Hein. Malheureusement, voilà, ce serait malhonnête de dire qu'on n'a pas de difficultés. Il arrive qu'on ait des difficultés. De même, dans toutes les professions, on a malheureusement des problèmes. À la différence que dans la police, le contrôle est quand même très strict. On a vraiment des services dédiés pour ça. On est probablement une des institutions les plus surveillées. Tu sais, je suis dans la banque. Hein, donc, ouais, on est extrêmement surveillé. Ouais, mais dans tous les aspects. Et la procédure pénale française est quand même extrêmement exigeante. C'est quoi, c'est l'IGPN, c'est ça? L'IGPN. Non, mais après, c'est aussi des questions, par exemple, en ce qui me concerne, on trouvait donc beaucoup d'argent souvent. Il faut avoir des protocoles sur la manière dont on compte. Donc on découvre l'argent, on constate, la personne qui est mise en cause est présente. Le comptage se fait avec des collègues de différentes unités. Tout de suite, on fait un relevé du montant exact, etc. Donc tu le fais sur place? Sur place. On met l'argent sous scellé. Et psychologiquement, il n'y a jamais eu cette seconde dans ta tête à te dire, OK, avec tout cet argent, ce que je pourrais faire pour ma famille, pour moi? Ah ben non, jamais, parce qu'en fait, ce que ça ferait pour ma famille et pour moi, ce serait créer énormément de problèmes. Et on est vraiment bien placé dans ces services-là pour voir les conséquences de ce type de comportement, parce qu'on intervient aussi beaucoup sur les problématiques de corruption, etc. La tranquillité d'esprit, vraiment, ça n'a pas de prix. Et il faudrait vraiment manquer de jugement, surtout en étant policier dans ce type de service, pour se laisser aller à ce genre de comportement. Encore une fois, ça peut arriver, mais ça finit quand même rarement bien. D'autant plus que c'est adopter un comportement de voyou, et donc voler des voyous. Et on me pose souvent la question, mais vous ne craignez pas les représailles, etc. Pas du tout, elles sont très rares. Et quand il y en a, précisément, c'est quand les gens jouent à contre-emploi. Alors, quand on est policier, on représente l'État, et en fait, on ne représente pas individuellement une menace. Ce n'est pas en éliminant tel policier que ça arrêtera l'activité de la police. Évidemment. En revanche, quelqu'un qui se comporterait comme un voyou, et donc finalement une bande rivale ou adverse, probablement que la perception serait différente. Voilà. Mais après, un policier qui arrête des voyous et qui saisit de l'argent, qui le met sous scellé et qui le dépose au greffe du tribunal, même des criminels le comprennent. Enfin, il y a pas de... C'est les règles qu'ils acceptent. C'est les règles du jeu. Tu nous as dit pendant la préparation de cet entretien que, à part les crimes passionnels, les crimes étaient toujours faits pour l'argent. Pratiquement toujours. Hein. C'est sûr que la délinquance, elle est acquisitive. Lorsqu'on vend de la drogue, c'est pour gagner de l'argent. Lorsqu'on commet un vol, c'est pour s'approprier quelque chose. Et même dans des secteurs où on penserait que le moteur est plus idéologique, notamment le terrorisme, on s'aperçoit qu'il y a aussi toute une dimension financière, ne serait-ce que pour financer, trouver des moyens de faire tourner ces organisations sur le long terme et bien sûr de financer leurs actions. On pense notamment à l'Afghanistan qui a parmi les plus grands producteurs de pavots. Oui, il n'y a pas que ça. Le PKK sécurise des routes de l'héroïne, les FARC se sont financés sur la cocaïne, tout le monde le sait. Des secteurs entiers du Sahel où la sécurisation des voies d'approvisionnement en drogue sont également assurées par des groupes radicaux. Les exemples sont extrêmement nombreux. Et si on devait donc faire une typologie des actes criminels, en tout cas dans ton secteur? Du point de vue de tout ce qui est enquête financière, lutte contre la criminalité financière, du point de vue de l'enquêteur, effectivement, le monde se sépare un peu en deux. Les infractions qui ont pris naissance dans le secteur financier dès le départ. Et en fait, là, on retrouve effectivement toutes les infractions en col blanc. Ça va de la fraude fiscale à l'abus de biens social. Et puis après, il y a toute la délinquance de type crime organisé, de droit commun, le trafic de stupes, le proxénétisme, les jeux illégaux, l'immigration clandestine, les trafiquants de migrants notamment. Là, on est vraiment sur des problématiques qui sont différentes du point de vue de l'argent, puisque on est souvent dans une relation commerciale et ça génère des quantités astronomiques d'argent en dehors du système. On verra dans la suite de notre conversation que ça a une incidence très forte sur la manière dont l'argent circule, parce qu'on se retrouve finalement avec des gens qui ont de l'argent sale dans les institutions financières et qui souhaitent l'en sortir. Et en face d'eux, on a des gens qui ont beaucoup d'argent tout aussi sale en dehors des institutions financières et qui aimeraient en partie l'y introduire. Donc on voit bien que ça crée une opportunité pour un personnage mystérieux dont j'ai bien l'intention de te parler. Est-ce qu'avant, justement, tu pourrais nous raconter ces histoires que j'ai juste évoquées en introduction? Ce que tu évoquais notamment sur ces fameuses planches originales de bande dessinée. On est en quelle année et t'es où à ce moment-là? Je suis à la direction centrale de la police judiciaire. On est dans les années 2014-2015. Et là, on a en fait un expert dans ce domaine-là qui avait trouvé une astuce consistant à surévaluer, en fait, en l'occurrence des planches de BD, de manière à pouvoir les gager et récupérer une partie de la valeur sous forme de prêt. Voilà, parce que quand on met en gage quelque chose, on met en gage quelque chose et ensuite on récupère. Donc
une somme d'argent. Tu donnes de l'argent contre Voilà, cette d'une chose. valeur inférieure à l'évaluation du bien en question, charge à la personne qui a emprunté soit de rembourser, et puis ma foi, la dette est éteinte, Récupérer ou de ne pas l'objet. rembourser, et l'objet, du coup, devient la propriété du prêteur. Bon. Alors évidemment, si vous avez dans la poche un expert qui fait des fausses évaluations, c'est beaucoup mieux, donc il récupérer beaucoup d'argent. Donc c'est une manière en fait d'extorquer de l'argent C'est une manière au crédit d'extorquer de municipal. l'argent, et puis après, derrière, il y avait des systèmes assez raffinés de blanchiment qui faisaient appel, pour le coup, à des structures à l'étranger, très compliquées, etc. Et c'était intéressant parce que, bon, déjà, c'était amusant à cause des planches de BD, mais surtout, en raison de la façon dont l'argent qui avait été appréhendé dans le cadre de ces fausses évaluations était ensuite blanchi, parce que ça faisait appel à des choses assez complexes, avec des comptes à l'étranger, dans des juridictions sous les cocotiers, etc. Et donc, vraiment, le blanchiment tel qu'on l'imagine, quelque chose de très complexe, qui fait appel à beaucoup de compétences, peut-être une aide extérieure, des Tu vois, on avocats. l'a mis. Nous, c'est comme ça qu'on Voilà, l'imagine. c'est comme ça qu'on Ça l'imagine. rebondit Voilà. partout, il y a Voilà, 1000 avec personnes. des post-it sur les murs. De beaux post-it. Et c'est parfois comme ça. Il y a eu une autre occasion, la même chose, à nouveau un expert. Alors les experts sont très très rarement mis en cause dans les affaires de blanchiment, mais là pour ces deux anecdotes c'était le cas. Alors lui il faisait la même chose, c'était un médecin qui avait gagné énormément d'argent en faisant de fausses expertises. Il partageait ensuite les paiements des assurances des personnes qu'il avait expertisées. Donc il y avait des aveugles qui lisaient le journal, des tétraplégiques qui faisaient du jogging, etc. Et il récupérait beaucoup d'argent, et cet argent il l'investissait auprès de revendeurs d'objets d'art antiques qui étaient pillés dans le sud de l'Italie dans des tombes étrusques, qu'il revendait à son tour en faisant croire que c'était des collections familiales, etc. Donc là, l'astuce était de présenter faussement comme étant une propriété qu'on a de manière très antérieure, peut-être qu'on tient de son arrière-grand-mère, etc., pour revendre des objets en fait achetés en espèces, de façon à justifier l'origine des fonds. Et ces deux exemples-là sont intéressants, non pas parce qu'ils sont amusants du fait des techniques, mais surtout parce qu'en fait, ils servent plutôt de contre-exemple. Le blanchiment, et notamment le blanchiment du crime organisé, et singulièrement du trafic de drogue, est en fait à haut niveau quelque chose de assez simple à décrire et qui fait appel à des mécanismes pas vraiment sophistiqués. La complexité tient surtout au fait que c'est très international. De la même façon que le trafic de stupéfiants s'organise en strates, en quelque sorte. Tout le monde sait qu'il y a des grossistes qui font circuler des tonnes, et puis ensuite des semi-grossistes, etc., jusqu'à la revente au détail. À chaque fois, évidemment, la valeur de la drogue augmente, et puis sa qualité diminue. Eh bien, le blanchiment, c'est pareil. Il est bien évident que les mécanismes de blanchiment qui sont employés par les personnes qui sont des grossistes ne sont pas du tout les mêmes que par le commerçant de détail, le dealer de rue. Et là, il se produit quelque chose d'assez contre-intuitif, c'est que plus c'est gros, plus c'est cash. Plus c'est petit, plus c'est compliqué. Parce que plus c'est petit, plus en fait on a besoin de blanchir sur place, parce que les centres d'intérêt de ces voyous-là sont plutôt localisés dans une région, ou même une ville, ou voire un quartier. Alors qu'à très haut niveau, les grands trafiquants, eux, ma foi, circulent entre différentes juridictions, peuvent parfaitement organiser des convois entre Guayaquil et Anvers en vivant à Dubaï. Et donc si vous voulez acheter des snack bars à Saint-Étienne, c'est pas trop leur truc, quoi. Eux, ce qu'ils veulent simplement, c'est vendre leur argent liquide en échange de sommes équivalentes ailleurs. Et cette manière de considérer l'argent comme une marchandise, en fait, est extrêmement importante dans la lutte contre le blanchiment, parce que tant qu'on n'a pas vraiment compris ça, on n'a pas compris comment ça fonctionnait. C'est intéressant parce que du coup, si on reprend l'exemple de ce médecin qui tirait de l'argent de la fraude aux assurances en déclarant des patients consentants, aveugles ou lourdement handicapés, pour pouvoir toucher de l'argent de l'assurance, et du coup avait de l'argent pour ensuite acheter des œuvres, le faisait dans un périmètre assez restreint pour finalement attirer l'attention sur lui, en se disant ok, c'est bizarre, alors que les fraudeurs au niveau international ont des actifs et des activités un peu partout, et du coup c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi ? La problématique, c'est tout simplement qu'il faut se mettre à la place des blanchisseurs et de leurs clients. C'est-à-dire que plutôt que de concevoir un système de surveillance et de lutte qui cherche à trouver des solutions à des problèmes notamment bancaires, etc., il est plus intéressant de voir, ok, quelle est la demande de ces trafiquants, par exemple, et quelle est la situation la plus avantageuse, la moins coûteuse et la moins risquée. Et là, on se retrouve face, en fait, à un choix qui n'en est pas un. C'est-à-dire qu'il est extrêmement facile pour ces gens-là d'organiser des opérations de transfert de fonds sans jamais passer par les institutions bancaires, dont on nous explique, et c'est vrai, qu'elles sont extrêmement surveillées. C'est-à-dire que rien n'oblige les gens à passer par le système, à foncer tête baissée vers des filets dont ils savent à l'avance qu'ils ont été tendus. Et donc, ils ont trouvé un autre moyen de déplacer ces fonds. Et il se trouve que, et c'est pas une opinion, c'est vraiment parfaitement documenté, la majorité des fonds, notamment issus du trafic de stupéfiants, se déplacent en dehors du circuit bancaire, ce qui ne signifie pas qu'ils y finiront pas
à la fin. Mais quand ça se produira en un lieu et en un temps qui seront suffisamment éloignés de la source d'origine des fonds, à savoir, dans l'exemple qui nous occupe, le trafic de stupes, pour qu'il soit extrêmement difficile d'en rapporter la preuve, puisque ça va se produire dans un autre pays. Ok, justement, si on peut introduire ce système avec un de tes autres dossiers. C'est beaucoup fait état dans la presse, un dossier qui s'appelait Sky ICC. En fait, c'était un effort franco-belge-néerlandais consistant en fait à avoir accès aux communications cryptées d'un système de communication qui avait été créé par des voyous, distribué par des voyous et utilisé par des voyous. Tu veux dire quoi? Une application Une faite application pour ça, de quoi. communication vraiment Et intégralement... qui s'appelle pas Telegram. Ça s'appelle pas Telegram et qu'on ne peut pas télécharger non plus D'accord, sur l'App Store. Qu'en fait, on ne peut acquérir qu'auprès de réseaux souterrains. Enfin bref, l'observation de ces communications, couplée aux investigations menées dans les différents pays, a permis de mettre à jour de très nombreuses structures criminelles, déclencher des milliers d'arrestations, la saisie de plus d'1 milliard d'euros, et qu'effectivement, 3 individus, à eux seuls, venant de 3 pays différents, et qui s'étaient alliés, étaient responsables d'environ 30% des importations de cocaïne en Europe. Ça fait beaucoup de cocaïne. L'Europe est le premier marché de la cocaïne dans le monde. Et les opérations financières qui sont associées à ces trafics, en fait, très majoritairement se déroulaient en espèces. Et donc, combien de tonnes d'espèces? C'est pas compliqué. La cocaïne, en fait, en gros, une tonne de cocaïne, une tonne de cocaïne, une tonne de cash. c'est une tonne de cash. Voilà, c'est quelque chose à quoi les gens pensent rarement, mais c'est-à-dire que le billet le plus couramment utilisé, c'est le billet de 50 euros dans les transactions criminelles. Il y a souvent des 100 euros, 200, 500, etc. Mais enfin, Pourquoi 50 euros et pas 200 euros justement? Parce que c'est ce qui circule le plus. T'attires moins l'attention avec ça? Non, ça attire pas moins l'attention, mais les gens ont tendance à l'utiliser. Il y en a plus en circulation. Il y a beaucoup de billets de 100 et de 200 aussi. Enfin, dans les transactions de niveau moyen, c'est quand même plutôt des billets de 50, 100. Okay. Voilà, et ça pèse environ 1 gramme, un billet. Donc. Et je fais une petite pause dans cette interview pour vous parler d'un sujet crucial. Aujourd'hui, le monde de la finance et donc de votre épargne est complètement en train de changer, mais personne ne vous explique pourquoi. En fait, les géants d'hier qui produisaient le charbon, le pétrole ou le gaz, donc vraiment le sang de notre économie, sont en déclin. Les capitaux quittent massivement donc ces énergies fossiles pour aller vers les énergies renouvelables ou les grosses infrastructures énergétiques. Et donc la rentabilité de long terme, elle se trouve plus dans le pétrole, dans le fossile, mais dans la transition énergétique. Et chez Greengot, on vous permet d'investir dès maintenant dans les entreprises clés de cette transition pour avoir une longueur d'avance et participer à l'économie qui sera championne de demain. Et pour le quotidien, on a aussi créé une app et un compte courant avec une carte premium qui vous donne accès à des avantages que vous avez nulle part ailleurs. C'est ça la finance des précurseurs. Je vous laisse le lien en description et maintenant on retourne à l'interview. C'est quoi ce système justement de Alors, c'est un Awala. système très mystérieux et pourtant très ancien, ce système Awala. Alors, il porte plein de noms. Alors, pour le coup, c'est pas un acronyme. Non, c'est pas un vrai mot. Ouais, c'est un vrai mot. Voilà. Ça vient du Moyen-Orient. Et c'est très utilisé aussi en Inde, au Pakistan, etc. Alors, il porte des noms différents selon les lieux où on le pratique. Ça va être des doleros au Brésil, des awaladars aux États-Unis, on parle de brokers. Voilà. Mais peu importe le nom qu'on leur donne, en fait, c'est tout simplement un réseau mondial et interconnecté d'opérateurs de change. Aujourd'hui, concrètement, qui sont ces brokers? Comment ça se passe? Je suis un trafiquant d'envergure. J'ai 20 millions d'euros en Europe, en différents lieux, généralement des ports. Bon. Mais en cash ou en cash. Pas dans le système? Okay. En cash. Et je souhaite les récupérer là où je vis, peu importe où, mais en dehors de l'Europe. À Dubaï, imagine. À Dubaï, par exemple. Du coup, ce que je vais faire, je vais aller voir mon awaladar préféré, je vais lui expliquer ça. Donc, c'est le broker. Le broker, qui habite généralement d'ailleurs au même endroit que le trafiquant. Ok, donc à Dubaï, dans notre exemple. Ça, voilà. Et du coup, je vais lui proposer cet argent. Donc, je veux qu'il se charge de cette transaction. Donc, il va y avoir une sorte de contrat entre nous, qui dans le jargon criminel s'appelle un papier, alors qu'il n'y a pas de papier, mais enfin bon, c'est comme ça. Et donc, en fait, on va se mettre d'accord sur un ensemble de points. Techniquement, ce que je fais, même si j'en ai pas conscience, c'est que je lui vends mon argent. Et je lui vends avec un petit discount, parce que c'est de l'argent sale. Et donc, ils vont se mettre d'accord sur un niveau de commission qui va osciller selon la relation entre le client et le courtier entre 0 et 4, 5, 6%. Et je vais me mettre d'accord sur un délai, sur aussi la manière dont la transaction doit avoir lieu. Est-ce que je veux tout mon argent en espèces ?
Est-ce que je souhaiterais en avoir une partie sur un compte bancaire quelque part, un virement? Est-ce que je souhaite en réinvestir d'emblée une partie dans une autre organisation criminelle pour d'autres? Voilà, tout est possible. Et ça coûte plus ou moins cher, parce que si tu le Ça veux coûte en plus ou moins espèces, cher. c'est encore sale, mais si c'est je dans le veux- système, il est blanchi. Exactement, ouais, il peut être blanchi en partie. Voilà, ce sera un peu plus cher en effet. Donc voilà, tous ces services-là sont proposés, on se met d'accord sur un délai, etc., l'exécution, le prix. Et ensuite, ce qui va se produire derrière, mais que le client ne sait pas, c'est que c'est pas le Hawaladar des Émirats qui va aller sur place récupérer l'argent, etc. Il va en fait bien souvent revendre ce contrat à des collègues à lui qui, régionalement, ont les équipes dédiées de la logistique qui permet à la fois d'aller collecter cet argent-là et surtout qui disposent d'un réseau de clients qui souhaitent acheter cet argent. Et c'est là qu'on va trouver cette porosité entre le C'est monde qui du ces col clients, blanc. par exemple? Alors, ça peut être déjà tout simplement d'autres criminels qui ont besoin d'argent liquide, qui eux-mêmes ont des fonds à l'étranger et qui veulent qu'on leur mette à disposition des fonds en Europe pour pouvoir continuer leurs opérations criminelles. Mais ça peut très bien être aussi un fraudeur fiscal, parce qu'ils ont beaucoup d'argent sur des comptes bancaires offshore, etc., donc très loin dans les juridictions exotiques, mais qui Parce sont... que si j'ai fraudé, en effet, j'ai aux îles Caïmans beaucoup d'argent, Et je veux les mais je ne peux pas les récupérer, rapatrier. comment je vais faire? Je vais Ah pas oui. pouvoir me faire un virement. D'autant plus que le compte n'est pas à mon nom. Enfin, ça va nécessiter toute une ingénierie financière qui est parfaitement faisable, hein, mais qui nécessite là, pour le coup, beaucoup de temps, de précautions, Et etc. qui m'expose à un risque. M'expose à un risque et surtout, en fait, c'est très intéressant pour le courtier, le Hawaladar, d'avoir ce type de clientèle justement pour pouvoir faire des opérations bancaires derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, littéralement, ils vont vendre du cash en échange de l'argent qui est déjà sur un compte bancaire. Or, l'argent d'un fraudeur fiscal, il est déjà en fait blanchi en partie. La difficulté, c'est de le récupérer parce qu'il faudrait le rejustifier, etc. Mais en gros, je me suis inventé un fournisseur fictif. Je suis dirigeant d'une entreprise. Ça fait 20 ans que je me fais des fausses factures pour justifier l'exfiltration de fonds de ma société en prétendant que c'était un fournisseur, c'en est pas un. Donc j'ai un magot énorme quelque part. Plus personne ne pose de questions puisque l'argent est effectivement là. Il y a tout un tas de pièces pour justifier de tout ça. Et en plus, ça dure sur le long temps, donc tout va bien. Mais de là, quand même, à faire revenir l'argent sur mon compte personnel ou d'un proche, etc., ou de créer une structure spécifiquement pour ça, c'est quand même un peu lourd. Alors que je peux tout simplement acheter du cash avec cet argent-là. Et ça fait le bonheur, évidemment, des courtiers puisque, du coup, ils vont acheter de l'argent qui est déjà dans le système, et parfois depuis bien longtemps. Ça peut même être un héritage non déclaré depuis 30 ans. Mais j'imagine que c'est de l'argent qui vaut plus cher, quand même. Du coup, il vaut plus cher parce qu'on va le revendre plus cher. Il vaut pas plus cher pour le client qui va le vendre. Au contraire, souvent, les fraudeurs fiscaux payent beaucoup plus cher que les autres. Parce qu'ils sont habitués souvent à dialoguer avec des vrais professionnels qui leur prennent des commissions importantes. Notamment lorsqu'ils ont mis en place souvent leurs propres infractions financières, ça leur a déjà coûté très cher. Et donc, ils sont habitués à payer plus cher. Et on a constaté une vraie tendance pour ce public-là à payer un service identique à ceux de trafiquants de drogue, le triple. Mais t'as pas un côté aussi, genre, ils font moins peur dans le sens où ils font moins peur et ils ont plus peur. De drogue, Non seulement ils font moins peur, mais en plus, eux ont peur. Ah oui, je peux comprendre. Donc voilà pourquoi ils paient le plus cher. Mais bon, indépendamment de ces considérations, on a donc là bien deux mondes qui finissent par se rencontrer au travers du broker. À quoi il ressemble, mon broker? C'est quel type C'est du col blanc qui est très fort en finance, en compta? Non, ce sont des gens qui effectivement sont bien organisés, qui souvent au niveau opèrent derrière des commerces ou des bureaux de change, par exemple. On en a vu beaucoup. J'ai eu beaucoup de dossiers avec des bureaux de change, aussi bien d'ailleurs aux Émirats Arabes Unis qu'au Liban ou ailleurs, quoi. J'en ai même eu un dont l'établissement était au cœur même de la bourse de Beyrouth. Au cœur? Ok. Ouais, physiquement localisé dans la bourse de Beyrouth. On a eu des dossiers très récents, notamment un dont je me suis occupé longuement, où on s'apercevait que des milliers et des milliers de voitures de luxe étaient achetées en espèces en Europe, et notamment en France, par des groupes criminels de blanchisseurs, et réexportées vers l'Afrique de l'Ouest, revendues avec un profit. Donc ça maximise les profits. C'est-à-dire qu'on va faire un profit en plus de la commission. Et en fait, ça permettait de générer un argent considérable qui, pour le coup, était blanchi, puisqu'on avait derrière tout un commerce de véhicules dont on pouvait justifier l'existence. Et tout ça a été revendu. Et l'argent permettait à ces groupes de blanchisseurs, en plus d'avoir une surface financière très conséquente et qui permettait en fait de rendre instantané toutes les transactions. C'est-à-dire que pour le client, je donne 1 million d'un côté et en gros dans la même journée ou le lendemain, je récupère l'équivalent d'1 million dans la devise de mon choix à l'endroit où je le souhaite, c'est sous la forme gameplay. Cet argent qui va m'être remis, en fait, provient de toutes les activités annexes des blanchisseurs financées par des opérations précédentes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour un client de donner 1 million, d'attendre que quelqu'un achète des voitures pour ensuite aller sur le port d'Anvers, les exporter au Bénin, les revendre, faire passer l'argent par le Nigeria, que tout ça arrive à Beyrouth et qu'ensuite seulement on me mette à disposition à Dubaï. C'est ce qui va se produire, mais pas pour le client. Finalement, c'est tout un réseau de banques de dépôt dans l'ombre oui. qui a été recréé. Absolument.
Okay. Il a toujours été là pour répondre à des besoins qui sont eux-mêmes toujours là. Et qui sont en plus également là pour des populations auxquelles on pense jamais, que sont les honnêtes gens. Parce que le blanchisseur est à ce point machiavélique qu'il est même prêt à déplacer de l'argent propre. Hein. Comment ça? C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas de gens dans tout un tas de pays qui ont des difficultés considérables, soit à avoir un compte bancaire, à faire des transactions parce qu'en fait, ils viennent de pays à risque, etc. Et donc, ils n'ont pas accès en fait facilement au réseau bancaire. Ou alors, c'est juste une impossibilité pratique, il n'y a pas de banque. Ou alors, ils sont confrontés à des difficultés d'ordre légal. Par exemple, dans certains pays, on exerce encore de nos jours ce qu'on appelle le contrôle d'échange. Et c'était le cas en France dans les années 80 encore. Vous ne pouviez pas envoyer plus d'une certaine somme à l'étranger. L'idée étant de conserver les devises dans le pays pour éviter l'appauvrissement du pays, etc. Bon. Et donc là, vous êtes quand même coincé. Alors c'était le cas avec le Maroc, par exemple. Aujourd'hui, le montant que vous pouvez transférer à l'étranger, en fait, est très faible. Ce qui fait que y a des tas de gens qui, pour des motifs légitimes, voudraient bien pouvoir envoyer de l'argent à l'étranger et en fait le peuvent difficilement. Et donc ils vont avoir recours à ces mêmes réseaux. Alors, je veux payer la location de l'appartement de ma fille qui fait ses études à la Sorbonne. Je vais aller voir un sarraf, on appelle ça au Maroc, un changeur. Donc le broker. Un waladar, en fait. Et je vais dire, il faudrait envoyer pour l'année scolaire 10 000 euros. Hop, je vais lui donner l'équivalent en dirhams, 110 000 dirhams. Et où vont aller mes 10 000 euros dans la foulée? Ils vont être remis à un exportateur de cannabis, si c'est le Maroc, qui, en échange, mettra à disposition 10 000 euros provenant du trafic, qui vont être récupérés chez un broker parisien. Et voilà, aux risques et périls de l'étudiante à la Sorbonne. Les brokers parisiens où tu vas récupérer finalement, du coup, là, on parle d'un sac de cash. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une boutique de vêtements, ça peut être une boulangerie. Oui, ça peut être... des appartements privés. Non, c'est souvent des petits commerces. Des petits commerces. Voilà. Alors, ce qui crée la confusion en plus avec le fameux blanchiment dans les petits commerces, c'est-à-dire qu'on fait plein de choses dans les petits commerces. On peut effectivement blanchir en achetant le petit commerce. Donc, ce sera le prix d'acquisition qui sera payé en partie en espèces, etc. Bon, très bien. On peut utiliser un petit commerce pour dissimuler des activités de blanchiment du type de celle que je viens de décrire. C'est un lieu de collecte, c'est un lieu conspiratif. Il y avait un reportage récemment que je regardais en rigolant parce que on fait on a une onglerie. Alors comment on fait pour blanchir dans l'onglerie? On prend de l'argent, de la drogue et puis on le met dans le tiroir caisse et puis on dit que c'est des clients et puis voilà, hop, c'est blanchi. Non, c'est pas ça. On peut, mais enfin, le monde criminel est quand même peuplé de gens rationnels. Hein. Donc en fait, si vous avez le choix entre un coup de téléphone payé 3% et être payé instantanément ou acheter une onglerie, ne pas avoir de clients, prendre le risque de se faire gauler, mettre l'argent directement dans la caisse. Tous les autres commerçants autour voient que le truc est fermé en permanence. Ensuite, payer 20% de TVA sur des prestations imaginaires. Du coup, il faut qu'il y ait du bénéfice si on veut blanchir. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va blanchir? Évidemment. Donc, 25% d'IS. Et une fois que je vais vouloir récupérer mes bénéfices, je vais payer 30% avec le PFU. Donc, j'ai déjà perdu à peu près 60-70% de mon argent. Pour blanchir, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas quelque chose que les trafiquants font. En fait, à quoi sert un petit commerce dans le blanchiment? Alors, c'est pas un secret. Il semblerait que si, parce que j'entends tellement de choses étranges. L'utilité d'un petit commerce pour un trafiquant, c'est pas du tout de mettre de l'argent dans la caisse enregistreuse, puisqu'encore une fois, il perdrait au moins 50% de son argent. L'utilité, c'est précisément de ne pas mettre d'argent dans le tiroir caisse, pour ensuite, lorsqu'on se fait choper malheureusement et qu'on trouve 200 000 balles dans un box de voiture à proximité, pouvoir dire c'est tout l'argent de mon petit commerce que j'ai pas déclaré. Et pouvoir essayer de faire glisser le débat sur une fraude fiscale. Donc, attends, si je récapitule, j'habite pas loin de mon petit commerce, j'ai beaucoup de cash chez moi. Un jour, il y a une descente de police qui me demande de justifier. D'où vient votre argent? Voilà. Je suis coincé, j'ai pas de réponse. Ça vient du snack. Ok. Voilà. On a parlé de ce, finalement, système bancaire dans l'ombre qui est né et qui opère. Comment est-ce qu'on peut se dire que les règles actuelles, qui du coup s'adressent qu'aux banques qui sont finalement déclarées, peuvent être efficaces pour lutter contre le blanchiment? Alors, il faut se méfier des analyses un peu rapides. Le système, en fait, tel qu'il est conçu, fonctionne très bien pour tout ce qui est justement délinquance col blanc. Les escroqueries, les fraudes. Donc ceux qui sont déjà dans le système. Ouais, parce qu'ils ne peuvent pas y échapper. Donc ceux-là, effectivement,
s'ils ont des comportements subitement qui déroutent parce que leur activité bancaire fonctionne d'une certaine manière et du jour au lendemain, tout change, s'ils fournissent des faux documents qui sont découverts, s'ils mentent sur ceci ou cela, voilà, ils sont Moi, je vraiment confirme dans le qu'en tout collimateur. cas, chez Gringot, on Ouais. a beaucoup d'alertes, Ouais. beaucoup d'alarmes, beaucoup de demandes Des justificatives. logiciels spécifiques qui vont vous permettre de créer... Énormément. voilà, bon, ça crée une charge considérable sur le secteur assujetti, hein, donc, qui est vaste, hein, qui dépasse les banques, hein, dont on estime d'ailleurs, il y avait une étude d'LexisNexis qui évaluait ça à environ 200 et quelques milliards de dollars par an. De en quoi tout, de coûts liés à la conformité dans le secteur privé. Et je crois que c'est 85 milliards uniquement pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Mais l'Europe pèse pour beaucoup plus lourd, évidemment. Mais c'est énorme, c'est sûr C'est que énorme et nous, à ça crée l'échelle des de contraintes notre entreprise, c'est considérables. déjà un coût qui est Ouais. et une équipe Un finalement coût, que tu ne perçois pas, mais qui est déjà très importante. Et puis des responsabilités, quoi. Un coût, une équipe, des contraintes à la fois pour vous, mais aussi pour la clientèle. Exactement. Beaucoup de friction en termes de produits. Beaucoup pour de la clientèle. friction et, ma foi, du résultat en termes de détection, de dénonciation, etc. Très bien. Pour ce qui est du crime organisé, je dirais que c'est moins sûr. Ce qui me fait dire ça, ce sont les évaluations d'Europol récentes qui nous annoncent quand même qu'on saisit environ 2% des avoirs criminels dans le monde. Et le chiffre est valable également pour l'Europe. Et que sur ces 2%, il y en a à peine 1% qui est effectivement confisqué à la fin. Alors, il ne faut pas confondre chiffre de saisie et activité des services. On interpelle beaucoup, on arrête beaucoup, on démantèle énormément de réseaux, mais on saisit peu. En proportion. Parce que c'est bien caché, parce que vous n'avez pas Non, parce qu'en mandat fait, pour aller saisir non, parce derrière. qu'en fait, les mécanismes sont ceux que je viens de décrire à l'instant, c'est-à-dire en fait des choses très internationales et qui, en fait, échappent au radar parce que bon, l'adage en lutte anti-blanchiment, c'est suivre l'argent. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit en fait, parce que si on veut suivre l'argent dans les systèmes de compensation, ma foi, on reste sur place puisque l'argent bouge pas. Il n'y a pas de trace puisque ça passe pas du tout dans le système bancaire. Or, l'intégralité du dispositif anti-blanchiment est quand même extrêmement focalisée sur les transactions financières bancaires. Les criminels ne sont pas idiots, ils entendent aussi le message officiel institutionnel, et donc parfois ils se sont déportés vers des structures et des mécanismes qui font beaucoup moins appel aux institutions financières, et quand ils le font, encore une fois, c'est beaucoup plus tard et ailleurs, et sur une fraction seulement des fonds, parce que leur vraie demande, c'est vraiment du déplacement de valeur pour une mise à l'abri, plus qu'une justification. C'est-à-dire que c'est pas forcément nécessaire. Il faut faire attention de ne pas regarder le monde avec des lunettes de français. C'est ça. Ou Voilà. même de lunettes de personnes qui sont finalement dans le système et qui ne ouais. se voient pas en dehors du système. Mais les règles, finalement, si je récapitule, elles s'adressent à des fraudes qui sont commises dans le système bancaire et financier régulé, alors que les fraudeurs, les arnaqueurs ont réussi Pas les fraudeurs, mais dupliquer... les trafiquants, par exemple. Ouais, à dupliquer ce système où ils n'appliquent pas ces règles. Donc, en effet, c'est plus du tout la question de comment rentrer l'argent dans le système et comment. C'est comme ça qu'on imagine le blanchiment. Parce qu'en fait, ils n'ont même pas besoin de le rentrer. C'est ça aussi une grosse incompréhension. C'est juste de ne pas être visible. Ouais, et surtout, si je veux mettre de l'argent sur un compte bancaire, je ne vais pas tenter d'intégrer du cash sur le compte bancaire. Je vais acheter avec mon cash de l'argent qui est déjà sur un compte bancaire. Et donc, la phase de placement, en fait, elle a eu lieu, mais il y a 30 ans, par d'autres personnes, avec d'autres intentions, en un autre lieu, et pour autre chose. Donc bien malin qui arrivera à faire le lien. C'est pour ça que même cette classification en phase du blanchiment, placement, pilage, intégration, ça a des vertus, parce que ça permet de conceptualiser les choses, etc. Mais sauf que dans les faits, ça se décline quand même très rarement comme ça. Donc ces tonnes de cash, finalement, ils n'essayent jamais ou très peu de les forcer dans le système. Si, ils y rentreront en partie à un moment donné, mais uniquement la partie nécessaire dans un but précis. Parce que déjà, on peut vivre en cash dans plein d'endroits quand même. Des tas d'endroits où l'essentiel des transactions se font toujours en cash. Est-ce qu'on peut parler quand même du risque que tu encours en tant que courtier ou en tant que personne qui blanchit de l'argent? Puisqu'on entend ça sans contexte, c'est presque attractif. Le risque pénal, tu veux dire? Oui, j'imagine qu'il y a en fait, quand même un truc dans la balance qui vient rééquilibrer ce truc parfait. Ouais. Alors, la loi française, en tout cas, prévoit que le blanchisseur, lorsqu'il a connaissance de l'origine des fonds qu'il blanchit, disons par exemple, la personne sait que c'est de l'argent qui vient du trafic de stupéfiants, alors il encourt les mêmes peines. Ils sont là pour l'argent. Personne ne se lève le matin en disant je vais me consacrer à 100% au trafic de stupes parce que c'est là qu'est ma voie. Non, ils sont là pour l'argent. Si je suis un courtier et que je risque, 10 ans parce que la personne qui a l'argent que je blanchis, c'est du trafic de drogue, ou je risque
30 ans, parce que l'argent que je blanchis, il vient à un Bon, trafic déjà, la d'êtres peine humains. maximum pour le blanchiment, c'est effectivement, blanchiment simple, hein, c'est effectivement 10 ans. C'est 10 ans. Voilà. Alors, mais C'est du coup, 5 ans, mais avec les aggravations, 10 ans. donc je suis pas jugée au même titre que. Non, mais effectivement, ce que c'est tu viens de dire, regrettable. non ? Il faudrait faire usage, effectivement. Si je savais. Si Ouais. je savais que c'est du trafic par exemple, d'enfants ou d'êtres Ouais, humains, ouais. est-ce que je peux être jugée pour trafic Ouais. d'êtres humains ? Ouais. Et donc là, c'est la peine maximale, c'est plus sur le Bah, blanchiment. La peine non, c'est la maximale, peine maximale attachée donc, à l'infraction techniquement, en tant principale. que courtier, j'ai plus de risques à blanchir de l'argent du trafic d'êtres humains que du trafic de drogue, par exemple. Ok. Non, parce que les peines attachées au trafic international de stupéfiants, c'est perpétuité, donc il n'y a pas plus de risque. Ok. Mais, Mais fraude fiscale, par exemple. Mais fraude fiscale, ouais. Bah, c'est tout l'intérêt, c'est une espèce de blanchiment par dégradation du risque pénal. C'est ce que j'expliquais avec les petits Ok, commerces. ça me semble du coup surprenant. Je serais courtière, je me dirais, ok, je touche pas à ça parce que franchement, 50 ans d'emprisonnement en risque, c'est trop Ouais. important. Tu vois. Sauf que généralement, vous n'êtes pas en France et vous organisez vos opérations depuis une juridiction étrangère. Vous êtes dans ce système pyramidal que j'ai expliqué au préalable, avec de la revente de contrats de blanchiment en cascade, ce qui fait qu'à l'arrivée, véritablement, plus personne ne sait d'où vient l'argent et où il va. Ok. Mais vraiment, les gens n'en ont aucune idée. Et en plus, les gens qui font la collecte, c'est pas les brokers, hein, c'est les collecteurs. C'est un autre métier. Et alors, eux, en fait, ils reçoivent des textos à longueur de journée en Donc, disant ils savent pas. tu vas à tel endroit, le code, c'est ça, et tu récupères 200 000, il y va. Ensuite, littéralement, une demi-heure après, il reçoit voilà, les 200 000, en fait, tu vas aller déposer 100 000 là, 50 000 là et 50 000 là. Le gars, il y va avec son scooter et il dépose. Et hop, et après, il a un nouveau texto, il va l'en chercher ailleurs. Et c'est comme ça une noria permanente. Donc, finalement, cette loi qui fait que je vais être jugée au même niveau que les personnes dont je blanchis. Ouais, ça marche pas vraiment. Si, c'est applicable. Et C'est applicable, parfois. mais finalement. Mais après, la France a un dispositif législatif extrêmement vigoureux quand même, hein, sur le blanchiment. Et en particulier, on a une innovation que beaucoup nous envient, qui est le renversement de la charge de la preuve. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, on peut déduire la présomption de blanchiment. Et du coup, le mis en cause sera mis en situation de devoir expliquer qu'en fait, c'était pas du blanchiment. Ça repose sur l'idée assez simple qu'on est censé savoir d'où vient l'argent. Si je vous demande quelles sont vos sources de revenus, vous me direz, ben voilà, je travaille chez Gringot, j'ai ci, j'ai ça, ou peut-être que j'ai été aidé par un oncle, j'en sais rien. Voilà, moi, c'est mon salaire de policier. Quand tout subitement, ça devient compliqué d'expliquer, quand c'est flou, il y a un loup. Voilà. Avec toute ton expérience terrain, qu'est-ce que tu changerais fondamentalement dans la règle actuelle ? Ce que je changerais fondamentalement, c'est le point de vue. Déjà, c'est être capable de voir quels sont les mécanismes qui manifestement sont les plus employés. Donc, encore une fois, ces opérations de compensation. Ensuite, déplacer l'enquête d'une enquête vraiment documentaire qui, du coup, ne fonctionnera pas, puisqu'encore une fois, il n'y a rien à suivre, vers l'application de méthodes d'enquête criminelle. C'est essentiellement ce qu'on faisait à l'OCRGDF. Hein. C'est des choses qui sont faites. Hein. Je ne suis pas en train de faire des propositions pour l'avenir. Hein. Okay. C'est ce qui se pratique déjà. Mais il faut peut-être le faire avec encore plus de vigueur, peut-être plus d'effectifs, etc. Mais la solution, c'est ça. C'est d'appliquer des méthodes d'enquête criminelle à ces infractions financières. Pourquoi ? Parce qu'en plus, on est dans un monde où tout le monde joue un peu à contre-emploi. C'est-à-dire que les voyous se prennent pour des financiers, les financiers se prennent pour des voyous. Finalement, moi, jamais personne ne fait vraiment bien le travail de l'autre. Et donc, ce sont des cibles qui sont relativement intéressantes à travailler. Je n'irai pas jusqu'à dire facile, mais en tout cas, qui sont peut-être un peu moins retorses que ne le sont les trafiquants eux-mêmes. Et alors, on nous oppose souvent, et notamment quand on en discute dans des milieux, justement, plus conformité, etc. Bah ouais, mais alors, ça laisse pas de traces, et donc impossible de travailler sur quelque chose qui est aussi évanescent. Ce à quoi on répond, nous, policiers, en effet, il n'y a pas de traces, mais enfin, le trafic de drogue, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui se fait au grand jour. Et les méthodes d'enquête policière permettent néanmoins de découvrir les réseaux, de saisir le produit, de déterminer les responsabilités, les complicités, etc. Donc, c'est tout un travail d'enquête qui vise à révéler des activités qui sont par nature occultes souterraines. Qu'il s'agisse de drogue ou d'argent, c'est la même chose. Donc, il faut appliquer ces méthodes agressives pour révéler l'existence de ces réseaux. On parle beaucoup de drogue, enfin de trucs qui sont, en tout cas dans notre imaginaire, extrêmement graves et répréhensibles, mais il se passe actuellement des fraudes à plus petite échelle qui sont justement les arnaques de phishing, de vishing. Donc en gros, on vous appelle, on se fait passer pour un faux conseiller et on vide votre compte. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour contrer ça ? Parce que c'est un raz-de-marée. C'est un raz-de-marée, mais c'est un raz-de-marée partout, pas qu'en France. Oui, bien sûr, mondial. Et en fait, ce qui est mis en place,
c'est des systèmes d'alerte précoce, des plateformes de détection, notamment Pharos, dont tu as sans doute entendu parler. Mais du coup, cet argent qui est techniquement propre, qui est déjà dans le système, Il n'est pas propre au sens où, de toute façon... il a été volé, il va être volé. Ouais. Mais quand il est sur le compte des gens, il est propre. Ouais. Le fait qu'il soit ensuite transféré dans une autre banque, puis une autre banque et une autre banque, techniquement, il est encore propre. En tout cas, aux yeux du système, il est encore justifié. Aux yeux de la loi, non. Non, évidemment. Il a été volé, ouais. Mais est-ce que ça vient alimenter tout le réseau des courtiers dont on vient de parler? Est-ce que c'est pas forcément lié? Non, mais potentiellement, tout peut alimenter le réseau des courtiers, parce qu'il suffit que quelqu'un décide d'échanger cet argent contre du de cash l'argent au liquide. Panama. Et puis voilà, c'est tout simplement... c'est le client qui va déterminer si oui ou non ça va rentrer dans le système de compensation. C'est vrai que c'est de plus en plus le cas. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de connexions. Il y a eu un dossier célèbre qui a été récent, là, qui est dans la presse, là, Dark Bank, où on voit cette interconnexion entre en fait, une galaxie de fraudeurs, d'escrocs sur le web, de ransomware, etc., qui ont été mis en contact, sans le savoir, avec des activités de droit commun beaucoup plus classiques, avec au milieu un individu surnommé Dark Bank, qui faisait... Dark Bank, qui faisait, en fait, son surnom dans le réseau, en fait, qui faisait le lien entre ces deux univers-là. Mais Dark Bank était un courtier, du coup? C'est un courtier, en fait. Okay. Donc, il organisait des swaps entre ces deux mondes-là. Donc, et ça intéresse, effectivement, les trafiquants... d'avoir, par exemple, la crypto-monnaie. On en voit beaucoup, mais plus dans une logique d'investissement, notamment le Bitcoin. En fait, les gens y croient. Mais l'adoption venant, il y a de plus en plus de gens qui légitimement détiennent des cryptos. Le Bitcoin, de toute évidence, n'est pas du tout cette loterie dont certains prétendent que c'est. Et donc, les gens investissent à long terme parce qu'ils y croient, tout simplement. Ouais. Comme ils achèteraient de l'or. Moi, j'ai lu dans un article du Parisien qui citait une source, évidemment anonyme, de la police judiciaire, qui disait qu'il y avait un tel effet de masse actuellement sur ces arnaques, téléphone, SMS, et où on siphonne vos fonds sur vos comptes bancaires, qu'en dessous d'une arnaque de 5 000 €, ils enquêtaient même plus. Et du coup, le rapport bénéfice-risque pour ces arnaqueurs et ces fraudeurs était presque tout bénef, puisqu'ils avaient l'argent, et finalement, aucun risque derrière d'être embêté, d'être poursuivi par la police. C'est sûr qu'on a affaire à un phénomène absolument massif et qu'on ne va pas pouvoir recruter des millions de juges et de policiers pour y faire face. Je pense que c'est un peu la raison de ma présence ici, d'ailleurs, aussi. Discuter de ces sujets, mettre sur la table ce qui peut être discuté, comme je le fais, comprendre où sont les risques, peut-être faire des émissions plus fréquemment sur les escroqueries, informer le public, à mon avis, est vraiment la clé. Il faut expliquer à ses parents que non, il ne faut pas répondre quand on reçoit un coup de téléphone de sa banque en réclamant le code PIN de la carte bleue, que non, c'est pas normal qu'un coursier vienne à votre domicile récupérer une somme d'argent. Donc c'est l'éducation des potentielles futures victimes, malheureusement, qui ferait la différence. On l'a vécu longtemps avec les escroqueries au faux président, donc consistant en fait... oui, bien sûr. Entreprises, faire des virements bancaires, généralement vendredi après-midi, avec quelqu'un qui se fait passer pour un fournisseur ou un client, ou le directeur de la société, et qui arrive à convaincre un comptable que de toute urgence, il faut transférer de l'argent. Bon, le mode opératoire a été pratiquement tout le temps le même. Il faut, dans les entreprises, expliquer. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Oui, c'est un sujet qu'on aborde dans le podcast précédent avec un hacker éthique, justement, et sur toutes les dérives potentielles de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, c'est alors, effectivement. Voilà, c'est-à-dire que là, si tu trouves que c'est terrible... et c'est terrible. On a conscience. La voix de ta mère qui t'appelle en disant il faut 10 000 € et tout, oui, ça va être compliqué. Moi, de tout ce que tu me dis jusqu'ici, comme tu nous expliques le courtier qui est là pour pouvoir ne pas déplacer de l'argent, en tout cas, toi, te mettre à disposition de l'argent ailleurs sans lui déplacer de l'argent, je peux imaginer que les cryptos puissent remplacer ce courtier à terme. Mais pour quel bénéfice ? Quelle pourrait être l'incitation à aller s'aventurer dans des domaines techniques, rajouter une couche supplémentaire de risque d'erreur, de traçage, dans un environnement technologique qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas, ajouter des étapes supplémentaires, intégration de l'argent, achat des cryptos, revente des cryptos, etc. Alors qu'en fait, à l'origine, on n'avait pas de problème. Non, je ne suis pas spécialiste du marché du courtage en blanchiment d'argent, évidemment, mais j'imagine que c'est un nouvel outil. Il y a plein de dossiers, il y a tout un tas de dossiers crypto, il y a des saisies monumentales qui ont eu lieu, il y a des criminels de très haut vol qui s'en sont emparés, des trafiquants, etc. La question n'est pas de dire que ça n'existe pas. La question est simplement de dire, au moment où je parle là, en proportion, c'est peu de choses.
Demain, ce sera très probablement quelque chose de très sérieux. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut s'en désintéresser. Mais là, janvier 2026, les fonds du crime organisé circulent en cash. Si le cash est si problématique, est-ce que... Supprimons-le. Bon, Ah bah alors là, ça semble- pour le coup, ce serait de nature à faire des crypto-monnaies. Le problème qu'il n'est pas encore aujourd'hui. Parce que ça déporterait probablement les paiements. Mais surtout, ça supposerait d'arriver à supprimer le cash sur l'ensemble de la planète. L'ensemble en de la même planète, temps. peut-être pas. Mais Bah, si si, tu parce fais que l'Europe, rien t'imagines n'oblige quelqu'un qui importe 10 tonnes de cocaïne dans le port d'Anvers en provenance de l'Amérique du Sud, et alors que le gars réside, je sais pas moi, à Singapour, rien ne l'oblige à se faire payer en fait en France. Rien. Oui, bien sûr. Mais du coup, si on ne supprime pas le cash, mais tu sais qu'il y a pas mal de mesures qui ont été faites pour des maximums de dépenses en cash, par exemple. Est-ce que ce sont des mesures qui Oui, c'est sont des mesures efficaces? qui fonctionnent partiellement. Bon, déjà parce qu'il y a encore En 11 France, pays. c'est 10 C'est 1000 euros. 1000 euros. Ouais, C'est 1000 euros en cash, mon c'est max? 1000 euros pour les Français. Mais Ah, pas, je pensais un peu plus quand mais même. pas- non, 1000. Mais pas pour les étrangers. Ok. Et les étrangers, il y a un max? Eh ben non, parce qu'ils sont étrangers. Donc D'accord. ils sont- Donc, si Donc, tu es Arabie voilà. Saoudien, tu Mais peux après, il venir, faut déclarer, etc. Bon, ça dure. Et puis surtout, il y a encore, je crois, il faudrait vérifier, mais je crois qu'au moment où on se parle, là, il y a encore 11 pays européens où il n'y a pas de plafond. Oui, l'Allemagne notamment, non? Bon, il n'y a pas que l'Allemagne. L'Allemagne est toujours citée. Et encore que l'Allemagne, à partir d'un certain niveau, les gens sont Oui, une grosse obligés de culture faire cash. une déclaration quand même. Mais non, il y a la Slovaquie, il y a les Pays-Bas, l'Autriche. Enfin, il y a plein de pays, quoi, où il y a pas en fait de plafond de paiement. Alors, ça va changer en 2027. Il y a eu... 1000 euros, ça me semble très bas. Mais c'est très bas. C'est pas 10 000, Non. c'est 1000, ok. 1000. Quel impact concret ça a eu sur la lutte contre le blanchiment d'argent? Ah, aucun. Aucun? Ouais. Ça sert à quoi alors? Ça part d'une bonne intention, mais il y a tout un tas de décisions comme ça qui n'ont pas eu d'impact. Après, il y a d'autres. Par exemple, la fin du billet de 500 euros, en tout cas de son impression. Bon, c'était quelque chose de très utile. C'était très bien parce que le monde entier nous enviait le billet de 500 euros. C'était une réserve de valeur importante. On a eu de la chance, on est passé à 2 doigts du billet de 1000 euros. Les Allemands voulaient ça à l'origine. Bon, Ok. ça a été refusé. Mais le billet de 500 euros, il est rigolo parce qu'il représentait plus de 50% de l'ensemble de la valeur imprimée à lui seul, alors qu'aucun Européen n'en avait jamais ni vu, ni encore moins touché. Hein. Donc la question était de savoir, mais où étaient-ils ces billets de 500 euros? Ok. Manifestement, ils n'étaient pas dans les commerces, il n'y a aucun commerçant qui l'acceptait. Non. Il semblerait Très difficile, que... ouais. Voilà. Alors, voilà, c'est étonnant. Ok. Et l'euro numérique? L'euro Donc numérique... juste pour donner un peu de contexte, c'est très l'euro bien. numérique, qu'est-ce Ouais. que c'est? C'est ce qu'on appelle des monnaies de banque centrale, en fait. Bon, il y en a déjà qui sont parfaitement actives, en Chine notamment. C'est un euro qui est émis par la Banque Centrale Européenne, C'est ça, mais voilà. numérique, donc ça veut dire qu'on peut tracer exactement cet euro, où est-ce qu'il a été, dans quelles mains, C'est ça. qu'est-ce qu'il a permis de payer et tout, donc ça Voilà. permet en effet un contrôle. Grande transparence Voilà. totale des transactions de tout un chacun, dont on nous dit qu'il va être lancé bientôt et qu'il existera parallèlement au cash pour apporter une souplesse Ouais, supplémentaire. bientôt, il me semble que le projet, quand même, il traîne. Hein. Oui, et puis il y a de fortes oppositions parce que certains pensent que c'est peut-être justement un peu trop traçable au regard des libertés individuelles, puisque... Pour lutter contre le blanchiment d'argent, ça serait très efficace. Ouais, la fraude fiscale, ça va être très efficace. Fraude surtout. fiscale, en effet. Pour les libertés individuelles, ça pose de vraies Ça questions. pose tout un tas de questions qu'il faudra observer de près, je l'espère. En tout cas, si on décide d'aller dans cette direction-là, peut-être regarder ce qui s'est produit dans d'autres pays où ça a été fait. Après, d'un point de vue strictement criminel, mon sentiment quand même, c'est que si demain, et c'est totalement hypothétique, parce que c'est pas du tout ce qui est prévu de faire et on en est loin, mais imaginons dans un futur plus ou moins lointain, qu'il y ait effectivement plus que cet euro numérique et qu'il n'y ait plus de cash, etc. Le blanchiment d'argent, c'est une infraction de conséquence. C'est-à-dire que pour qu'on arrête de blanchir de l'argent, ça supposerait qu'il n'y ait plus de crime en amont. Parce que c'est ça qui crée le blanchiment d'argent. C'est pas une infraction. Elle est autonome du point de vue de la répression, mais enfin, elle existe parce qu'il y avait un trafic en amont. Bon, ou une infraction. C'est pas une interdiction du cash. C'est pas un formulaire KYC plus désagréable ou plus poussé ou une nouvelle obligation administrative qui, à aucun moment, va amener les criminels à s'asseoir par terre en se disant « c'est vraiment trop difficile administrativement, on va arrêter ». Ils vont continuer. Donc, il y aura des parades qui seront trouvées. Et si on continue sur cette idée, par exemple, là, pour pousser un petit peu cette vision prospective, OK, demain, il n'y a plus de cash, il n'y a plus que des CBDC, très bien.
eh bien, ma foi, les paiements sont déportés là où il y a du cash. Et si vraiment on est sur des trafics de toute petite envergure, vraiment extrêmement locaux, etc., eh bien, ils utiliseront d'autres crypto-monnaies, parce que sinon, il va falloir interdire aussi toutes les crypto-monnaies. Très clair. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Je voudrais vraiment qu'il y ait beaucoup de blanchiment dans les petits commerces, j'appelle ça de mes voeux, parce que ça permettrait de renflouer les caisses de l'État. Si tous les trafiquants de drogue donnent 70% de leurs revenus à l'État, ma foi, ce serait déjà une bonne nouvelle. Bon, c'est du second degré, on n'invite personne à blanchir quoi que ce soit. Non, mais ça doit être agaçant de nos jours d'être le patron d'une vraie épicerie, d'un vrai salon de coiffure, d'une vraie onglerie ou d'un vrai snack bar, parce que les gens qui tiennent effectivement ces commerces savent très bien que ça coûte cher. Que ça coûte cher et que les mécanismes qui sont décrits, en fait, n'ont ni queue ni tête. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi. C'était un plaisir.